Je m'appelle Jean-Pierre Bénédicte. J'ai 96 ans. À mon âge, on ne compte plus les années en chiffres, mais en visage et en cicatrices. Regardez mes mains. Elles sont calleuses, tachées par l'encre noire et marquées par des décennies de lutte avec le cuir brut. J'ai passé ma vie ici, dans cette cordonnerie, à observer le monde par la petite lucarne de ma boutique dans le Marais. On dit souvent que pour connaître un homme, il faut regarder ses yeux. C'est une erreur de débutant. Pour connaître l'âme d'un homme, il faut regarder ses chaussures. La façon dont il use ses talons, la manière dont il néglige ou soigne ses coutures. Les pieds ne mentent jamais sur la direction que prend l'esprit. Aujourd'hui, je vous parle parce que le temps presse. Je veux vous parler d'un poison invisible qui tue plus sûrement que la guerre. La fréquentation des âmes sombres. Et tout a commencé pour moi avec Pascal Ventimiglia. C'était en 1942. Paris était une ville de pierre et de silence, pliée sous le froid de l'occupation. Pascal et moi avions 12 ans. Nous vivions à Belleville, un quartier de travailleurs où l'on apprenait à survivre avant d'apprendre à lire. Nous étions inséparables. Je me souviens de nous deux, courant dans les ruelles grises, cherchant des morceaux de charbon ou un quignon de pain à partager. À cette époque, je l'aimais comme un frère. Le monde était cruel, mais tant que Pascal était là, avec son sourire en coin et ses rêves de grandeur, j'avais l'impression que nous étions invincibles. Pascal était brillant, vous savez. Il avait ce magnétisme, ce bagout parisien qui pouvait charmer n'importe quelle garde ou attendrir la plus sévère des boulangères. Tout le monde l'aimait. Je l'aimais. Mais Pascal portait en lui une fissure que je n'ai pas su voir tout de suite. Une amertume qui grandissait lentement, comme de la moisissure derrière une tapisserie de soie. « Regarde-les, Jean-Pierre, me disait-il en observant les passants depuis un toit de Belleville. Ils ne valent rien. Le système est truqué. On ne s'en sortira jamais honnêtement. Le monde nous doit tout. Et il ne nous donne rien. » Au début, je pensais que c'était la colère saine de la jeunesse. Mais les années ont passé. Après la guerre, j'ai réussi, à force de privation, à ouvrir mon petit atelier ici, dans le Marais. Pascal, lui, changeait d'emploi tous les 3 mois. Il passait ses journées assis sur ce tabouret, là, juste en face de moi, à déverser son venon pendant que je travaillais le cuir. « Tu es un imbécile de travailler autant, Jean-Pierre, me lançait-il avec ce rire qui commençait à sonner creux. Tu te tues à la tâche pour des miettes, pendant que le profiteur s'engraisse. Tu crois vraiment que ta probité te sauvera? Personne n'est digne de confiance, surtout pas tes clients. Aimez et abonnez-vous. Ici, nous préservons la sagesse que le monde moderne tente d'effacer. Que seuls ceux qui cherchent la vérité restent. » Peu à peu, sans que je m'en aperçoive, sa vision du monde est devenue la mienne. C'est là que réside le danger. Son poison était si graduel, si bien enveloppé dans notre histoire commune, que je ne l'ai pas vu s'infiltrer. Je commençais à regarder mes clients avec suspicion. Si quelqu'un me demandait un délai, je pensais qu'il voulait m'escroquer. Si le soleil brillait, je cherchais l'orage. Pascal m'apprenait à voir la laideur partout. À 25 ans, j'étais devenu un étranger pour moi-même. Toujours charmant en apparence, mais au-dedans, j'étais en colère, amer, convaincu moi aussi que le monde était une vaste conspiration contre nous. Pascal ne voulait pas seulement mon amitié. Il voulait que je ressente sa propre douleur, sa propre défaite, pour se sentir moins seul dans son trou noir. Chaque conversation devenait un procès. Pourquoi rien ne marchait? Pourquoi les gens étaient égoïstes? Pourquoi espérer était une preuve de stupidité? Je finissais par le croire. C'est la première personne dangereuse que vous rencontrerez, celui qui a abandonné. Non pas celui qui a échoué, mais celui qui a décidé que plus rien ne pouvait être bon. Ces gens-là sont des trous noirs. Ils aspirent votre lumière pour nourrir leur obscurité. Je me souviens d'une fin d'après-midi d'hiver. La brume montait de la Seine et s'engouffrait dans ma rue. Pascal était là,
ses yeux sombres fixés sur mes mains qui cousaient une semelle. « Pourquoi tu t'obstines » m'a-t-il demandé. « Demain sera pire qu'aujourd'hui. Tu le sais, non ?» J'ai levé les yeux, et pour la première fois, j'ai eu peur. Peur de ce que je voyais dans son regard. Un vide absolu. Ce n'était plus mon ami d'enfance. C'était un homme qui se noyait et qui s'agrippait à mes épaules pour m'entraîner avec lui au fond de la Seine. Je me sentais lourd, vieux avant l'âge, épuisé par une fatigue qui ne venait pas du travail, mais de cette tristesse qu'il me transmettait chaque jour. Ma boutique, qui était autrefois mon sanctuaire, commençait à sentir le renfermé, l'amertume, la cendre. Je ne riais plus, je ne croyais plus en rien. Pascal m'avait transformé à son image, un homme plein de rancœur, vivant dans une ville de lumière qu'il ne voyait plus que comme une ville d'ombre. Il m'a fallu un choc pour me réveiller. Il a fallu que ma sœur Simone me saisisse par les épaules un soir de Noël et me dise « Jean-Pierre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu avais de la joie, tu avais des projets. Maintenant tu parles comme un vieillard aigri alors que tu n'as même pas 30 ans. » Ce fut mon premier signal d'alarme. J'ai regardé ma vie, j'ai regardé qui je devenais, et j'ai compris que Pascal était en train de tuer Jean-Pierre. J'ai réalisé que je devais choisir entre cette amitié et mon âme. Mais le chemin était encore long, car Pascal n'était pas le seul prédateur qui rôdait autour de mon établi. D'autres arrivaient, plus subtils, plus polis, mais tout aussi dévastateurs pour l'esprit. Installez-vous bien. Prenez ce café, il est chaud. Car apprendre à reconnaître les loups déguisés en agneaux dans les rues de Paris demande du temps. Et je ne voudrais pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. La cordonnerie n'est pas seulement un lieu où l'on répare des semelles usées. C'est un poste d'observation privilégié sur la comédie humaine. Dans ce Paris des années 50, ma boutique du Marais était devenue une sorte de confessionnal sans prêtre. Les gens entrent, déposent leurs souliers, et sans même s'en rendre compte, ils laissent derrière eux un morceau de leur vie, une trace de leur caractère. J'étais encore jeune à l'époque, mais mon esprit commençait déjà à s'encrasser. Pascal avait ouvert la brèche avec son amertume, mais d'autres prédateurs plus subtils s'y sont engouffrés. Le deuxième type de personne dangereuse que j'ai appris à identifier, c'est celui qui tient les comptes. Pour moi, ce fut Luc Tavernier. Luc habitait 2 portes plus loin. C'était l'homme le plus prévenant du quartier. Si vous aviez besoin d'une échelle, Luc l'avait. Si une canalisation lâchait un dimanche soir, Luc arrivait avec sa caisse à outils avant même que vous ayez fini de jurer. Il passait pour le saint de la rue. En 1954, nous avons organisé un chantier communautaire pour restaurer un petit jardin près de la place des Vosges qui tombait en ruine. Luc a tout donné, son temps, son énergie, et il a même trouvé des matériaux à prix réduit. Je pensais que j'avais de la chance d'avoir un tel ami. Mais Luc ne donnait rien. Il prêtait tout à un taux d'usurier moral. Chaque fois qu'il enfonçait un clou, c'est comme s'il l'enfonçait dans votre liberté. Quelques mois plus tard, il est entré dans mon atelier, le sourire aux lèvres, mais l'œil froid. Il m'a dit « Jean-Pierre, mon ami, j'aurais besoin d'une petite faveur. Mon neveu part à l'armée. Il lui faudrait des bottes de marche, dans le meilleur cuir. Tu te souviens de l'aide que je t'ai apportée pour le jardin, n'est-ce pas? J'ai fait en sorte que tu n'aies presque rien à débourser. Ce n'était pas une demande, c'était le recouvrement d'une dette invisible. » La générosité de Luc n'était pas de l'amour, c'était un investissement. Les gens qui tiennent les comptes ne cherchent pas des amis, ils cherchent des obligés. Ils vous font sentir que vous leur êtes éternellement redevable, transformant chaque café offert en une chaîne qui vous entrave. Dès que vous ne pouvez plus payer, ils changent de visage. La bienveillance devient une arme. Retenez bien ceci. Une aide qui vous est rappelée sans cesse n'a jamais été un cadeau, mais une transaction déguisée. Puis il y avait Étienne, que tout le quartier appelait l'esquive. Étienne était mon fournisseur de peausserie. Un homme élégant, portant toujours un béret impeccable et dégageant un parfum de tabac cher. Le problème avec Étienne n'était pas ce qu'il faisait, mais ce qu'il ne reconnaissait jamais.
Un matin, j'ai jeté un lot de cuir sur mon comptoir et je lui ai dit « Étienne, regarde ce cuir. Il est taché, il est cassant. Je ne peux pas sortir une seule paire de chaussures de cette peau. » Il a soupiré avec une théâtralité insupportable. Il m'a répondu « Ah, Jean-Pierre, si tu savais les problèmes à la tannerie de Vierzon, et puis les grèves des cheminots bloquent tout à la gare d'Austerlitz. La bureaucratie française nous tue, l'ami. L'humidité dans les entrepôts d'État a tout gâché. Ce n'est pas de ma faute. J'ai fait tout ce qu'un homme d'honneur peut faire. » Jamais c'était lui. C'était toujours le gouvernement, les syndicats, le climat ou le destin. Étienne ne disait jamais qu'il s'était trompé. C'est la troisième leçon. Fuyez celui qui n'assume jamais ses responsabilités. Car s'ils ne se sentent pas responsables de leurs erreurs professionnelles, ils ne le seront jamais de la façon dont ils vous traitent. Quand ils vous blessent, ils trouveront une excuse pour justifier leur lâcheté. Ils vous laisseront toujours porter le chapeau. Pendant que ces ombres hantaient ma boutique, ma propre âme changeait. Je commençais à parler comme Pascal. Je répondais sèchement aux clients. Si quelqu'un se plaignait du prix, au lieu d'expliquer la qualité du fil de chanvre que j'utilisais, je lui lançais de sortir de ma boutique. J'avais perdu le plaisir de voir naître une chaussure d'un morceau de peau brute. Je ne voyais plus que la fatigue, la saleté et l'injustice d'être un simple artisan dans un monde de loups. Pascal était mon miroir, et le reflet qu'il me renvoyait était celui d'un vieil homme aigri dans le corps d'un homme de 30 ans. Chez moi, le silence m'attendait. Et le silence de ma femme Madeleine était plus bruyant que tous les cris de Paris. Elle m'observait dîner, voyant comment je mâchais mon pain avec colère, ruminant les plaintes que Pascal m'avait injectées l'après-midi même. Un soir, elle m'a dit « Tu sens le mot, Jean-Pierre. Ce n'est pas le tuire, c'est ton âme. Elle se remplit de toiles d'araignée. Avant, tu riais, même quand nous n'avions pas un sou. Maintenant, on dirait que le monde entier te doit quelque chose. Fais attention, car la rancœur commence par manger les yeux, et tu ne regardes plus les gens de la même façon. » Elle avait raison, mais mon orgueil m'empêchait de l'admettre. Pour finir de m'enfoncer, il y avait Henri Janvier. Henri était un ancien client qui avait perdu son imprimerie et sa famille. Il venait de mon atelier non pas pour ses chaussures, mais parce qu'il savait que j'étais devenu un terrain fertile pour son désespoir. Il s'asseyait dans le coin le plus sombre et parlait pendant des heures. Il disait « Pourquoi, Jean-Pierre? Pourquoi tant d'efforts? À la fin, la terre nous mange tous de la même façon. Le monde est un lieu cruel qui ne récompense que les méchants. N'attends rien de personne, et tu ne seras pas déçu. » Henri était la personnification de la capitulation. L'écouter, c'était sentir son propre sang se vider. Son nihilisme se mélangeait à la Mardura de Pascal pour former un cocktail toxique. Pourquoi travailler? Pourquoi aimer Madeleine si un jour elle s'en irait aussi? J'étais encerclé. J'avais le comptable des dettes, l'homme sans reproche, l'ami aigri et le prophète du néant. Ma cordonnerie était devenue un musée des horreurs de l'esprit humain. Le pire, c'est que je commençais à m'y sentir à l'aise, car la lumière des gens bienveillants commençait à me brûler les yeux. Je ne savais pas que j'étais sur le point d'atteindre ma limite. L'air dans ma rue devenait irrespirable, et j'étais à un pas de devenir l'un d'eux pour toujours. Il y a des nuits qui restent gravées dans la mémoire comme une entaille de tranchée dans une semelle neuve. Des nuits où l'air de Paris est si lourd qu'on croit étouffer, même en plein vent. Pour moi, cette nuit-là est arrivée en 1958. J'avais 28 ans. C'est l'âge où l'on devrait dévorer la vie, mais je marchais comme un vieillard dans les rues du Marais. Tout a explosé lors d'un dîner. J'avais invité Pascal chez moi, une erreur que je regrette encore aujourd'hui. Ma femme, Madeleine, et ma sœur, Simone, étaient là. Nous voulions fêter une petite victoire. J'avais enfin fini de payer ma nouvelle machine à coudre, une merveille de mécanique. Mais Pascal ne supportait pas de voir une bougie allumée sans cracher dessus pour l'éteindre. « Tu fais de quoi, Jean-Pierre » a-t-il lancé en jetant sa fourchette. Le bruit du métal contre l'assiette a glacé l'ambiance.
Tu fêtes le fait d'être un esclave qui a payé ses propres chaînes. Tu es d'une naïveté affligeante. Pendant que tu te réjouis pour une machine d'occasion, les vrais patrons de Paris se moquent de toi dans leur salon doré. Le silence qui a suivi était épais comme de la poix. Madeleine a baissé les yeux, mais Simone, qui avait le sang chaud de notre père, a serré les poings. Pascal s'est penché vers moi, baissant la voix, avec ce ton de conspirateur qu'il utilisait pour m'emprisonner dans ses délires. Écoute-moi, Jean-Pierre. Laisse tomber ses chaussures et ses miettes. J'ai un contact aux entrepôts de la Villette. On peut sortir de la marchandise, du cuir volé, de la contrebande de luxe. C'est une revanche contre le système qui nous écrase. C'est notre chance de ne plus être les derniers. Tu utilises ton atelier comme façade, et moi, je m'occupe du reste. À cet instant, j'ai regardé Pascal, et j'ai vu, pour la première fois de ma vie, non pas mon ami d'enfance, mais un parasite qui voulait me traîner dans la boue, simplement parce qu'il ne supportait pas de me voir marcher sur le trottoir d'en face. « Je ne veux pas de ton business, Pascal. Je suis cordonnier, pas un voyou, » ai-je répondu, la voix tremblante. « Alors tu n'es qu'un lâche, » a-t-il craché en se levant. Un lâche qui préfère mourir en sentant la sueur des pieds, plutôt que de vivre comme un homme. Il est parti en claquant la porte. Je suis resté là, le cœur en cendres. C'est alors que Simone s'est levée. Sans un mot, elle m'a saisi par le bras avec une force incroyable et m'a traîné jusqu'au miroir du couloir. « Regarde-toi, Jean-Pierre » a-t-elle crié. « Tu as 28 ans et tu as le visage d'un homme qui a renoncé à la lumière. Tu as les yeux éteints, la bouche amère. Et cet homme qui vient de sortir, c'est ton fossoyeur. Il t'enterre vivant dans sa propre haine et tu l'aides à creuser le trou. Soit tu le sors de ta vie ce soir, soit mon frère est mort pour moi, parce que je ne te reconnais plus. » Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quel coup de poing. Cette nuit-là, je suis descendu à l'atelier. Je savais que Pascal m'attendrait au coin de la rue, près du Pont-Neuf, comme nous le faisions toujours pour boire un dernier verre de mauvais vin. La pluie de Paris commençait à tomber, fine et glacée, lavant les pavés noirs. Quand je l'ai vu sous le réverbère, j'ai ressenti une nausée profonde. « Va-t'en, Pascal », lui ai-je dit avant qu'il ne parle. « Ne reviens plus à l'atelier. Ne reviens plus chez moi. C'est fini. » Il a ri, un rire sec, sans aucune joie. « Tu me jettes, après tout ce qu'on a vécu à Belleville, après tout ce que je t'ai appris sur la vie? Tu ne tiendras pas un mois sans moi, Jean-Pierre. Tu vas crever d'ennui dans ton honnêteté de façade. Tu n'es qu'une fourmi, et les fourmis sont faites pour être écrasées. » Il a vomi tout son venin. Il m'a traité de traître, de faible. Il a rappelé chaque misère partagée comme si c'était des dettes que je ne pourrais jamais rembourser. Mais alors qu'il hurlait sous la pluie, j'ai senti un poids immense quitter ma poitrine. Quand il a fini par tourner le dos pour s'enfoncer dans l'ombre du pont, j'ai su que je venais de sauver ma vie, même si cela signifiait arracher une partie de mon passé. Mais le destin n'avait pas fini de me montrer la vérité cette nuit-là. Le lendemain matin, Paris s'est réveillé avec un drame. Le jeune Julien, un gamin du quartier qui marchait toujours comme si rien n'avait d'importance, avait été arrêté. Il avait braqué une épicerie avec un couteau, pas par faim, mais par rage. Dans la bagarre, il avait gravement blessé le gérant. En voyant Julien passer dans le panier à salade, j'ai repensé à ce que je vous ai dit. Méfiez-vous de celui qui n'a plus rien à perdre. Julien avait perdu ses ancres, son travail, son respect pour l'avenir, et sans rien pour le retenir au sol, il était devenu une tempête qui avait tout détruit. Son malheur était mon miroir. Si j'avais suivi Pascal, j'aurais fini comme lui. Et enfin, comme si l'univers voulait me montrer le dernier cercle de l'enfer, il y a eu l'affaire du monsieur Beaumont. C'était mon client le plus parfait. Un homme du 16e arrondissement qui venait chaque mois. Toujours poli, une éducation impeccable, des pourboires généreux. Un vrai gentleman, pensais-je. Cet après-midi-là, sa femme est entrée seule. Il faisait une chaleur étouffante, mais elle portait un col roulé et un foulard de soie qui cachait la moitié de son visage. En posant les souliers de son mari sur le comptoir, un geste brusque a fait glisser son foulard. J'ai vu l'hématome.
une marque violente, sombre, qui lui barrait la joue. Elle a tressailli quand j'ai voulu l'aider, avec une terreur dans les yeux que je n'oublierai jamais. À cet instant, j'ai compris la vérité sur Beaumont. Le danger le plus absolu n'est pas celui qui hurle comme Pascal, ni celui qui abandonne comme Julien. Le danger, c'est celui qui se cache derrière la courtoisie, celui qui porte un costume sur mesure et parle doucement tout en brisant la vie de ceux qu'il domine dans l'ombre de son appartement. Le masque de Beaumont s'est brisé. J'ai compris que la méchanceté peut être éduquée, sentir la lavande et vous saluer avec un sourire parfait. Cette nuit de 1958, près du Pont-Neuf, j'ai appris à reconnaître les prédateurs. J'ai chassé mon bourreau, j'ai vu le naufrage d'un jeune sans attache, et j'ai découvert le monstre sous la soie. Mon âme ne sentait plus la cendre, elle sentait le combat. Et enfin, après des années d'ombre, je recommençais à voir la lumière de Paris. Le temps à Paris ne court pas. Il vole au-dessus des toits de zinc et s'infiltre dans les fissures des façades, jusqu'à ce qu'un jour, on se regarde dans le miroir et on ne reconnaisse plus les rides qui nous fixent. Des décennies ont passé depuis cette nuit sur le Pont-Neuf. Ma cordonnerie est toujours là, même si le monde extérieur semble avoir oublié le son du marteau sur l'enclume. Mais moi, je n'oublie pas. Je n'oublie pas les leçons que le cuir m'a apprises sur la vie. En 1982, alors que la France entière vibrait au son de la modernité, j'ai reçu un appel. Pascal était mort. Il est mort seul, dans un lit d'hôpital de banlieue, entouré d'infirmières qui ne connaissaient pas son nom, et d'un silence qu'il avait lui-même cultivé pendant des années. Je suis allé à son enterrement au cimetière du Père-Lachaise, mais pas du côté des monuments célèbres. Je suis allé du côté des humbles. Nous étions 3 personnes, le fossoyeur, un voisin qui avait de la peine, et moi. Je suis resté devant la tombe de celui qui fut jadis mon frère d'enfance à Belleville. Pascal n'est pas mort d'une maladie du corps. Il est mort consumé par ses propres plaintes. Jusqu'au dernier souffle, m'a-t-on dit, il maudissait les médecins, le gouvernement et le destin. Tu peux enfin te reposer, Pascal, ai-je murmuré. Il n'y a plus personne contre qui se battre. Cet après-midi-là, je suis retourné à mon atelier et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas mis au travail. J'ai pris un chiffon, de l'huile de lin et j'ai commencé à nettoyer. J'ai nettoyé chaque gouge, chaque haleine, chaque étagère. Je voulais effacer la trace de l'amertume que Pascal avait laissée imprégner dans les murs de mon âme. J'ai compris que la cordonnerie ne serait plus un confessionnal d'ombre, mais un refuge. J'ai décidé qu'à partir de ce jour, quiconque entrerait par ma porte avec le venin de la plainte éternelle en sortirait aussi vite que ses semelles le lui permettraient. J'ai reconstruit ma joie point par point, en me rappelant qu'une chaussure bien faite est une promesse que le chemin peut être meilleur. Madeleine m'observait depuis la cuisine, avec ce sourire qui a toujours été mon port d'attache. Elle n'est plus avec moi physiquement. Elle est partie il y a quelques années, par un automne doux. Mais sa voix reste le phare qui guide mon jugement. Jean-Pierre, me disait-elle, quand je doutais de ma fermeté à marquer les distances. Poser des limites, ce n'est pas un manque de charité, c'est un excès de respect pour ta propre paix. Ne laisse pas n'importe qui s'asseoir à ta table, juste parce qu'il a faim. Il y a des gens qui ne viennent pas pour manger. Ils viennent pour empoisonner le ragoût. Comme tu avais raison, ma chère Madeleine. Grâce à sa sagesse, j'ai appris à filtrer les bruits du monde. J'ai appris que la vraie compassion a des limites. Tu ne peux pas sauver celui qui s'accroche au fond du puits avec les ongles, car la seule chose que tu réussiras, c'est qu'il t'entraîne avec lui. Aujourd'hui, à 96 ans, je sens que c'est mon véritable testament. J'ai vu des milliers de visages et j'ai réparé des milliers de pas. Et si je veux te laisser quelque chose avant que la lumière ne s'éteigne, c'est mon manuel des dangers. Retiens-les bien. Fuis celui qui est abandonné et qui veut que tu arrêtes de marcher toi aussi.
Éloigne-toi de celui qui tient les comptes de chaque service, car son aide est un piège de dette infinie. Ne fais pas confiance à celui qui n'assume jamais ses responsabilités, car tu seras toujours le coupable de ses échecs. Fais attention à celui qui n'a rien à perdre, car il n'a pas de racines pour freiner son impulsion destructrice. Et par-dessus tout, méfie-toi de la perfection excessive, de ce monsieur Beaumont qui utilise la courtoisie comme un masque pour cacher la froideur de son cœur. La distance, mon garçon, est parfois l'acte d'amour-propre le plus courageux que tu puisses accomplir. Ce n'est pas de la haine, c'est de l'hygiène. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la survie. Maintenant, le soleil commence à se coucher derrière les immeubles de Paris. Les lumières du Marais s'allument, et les jeunes passent devant ma vitrine en regardant leur téléphone, ignorant qu'un vieux cordonnier les observe avec la sagesse d'un siècle entre les mains. La ville a tellement changé, mais le cœur humain reste la même forêt pleine d'ombre et de clairières. Je me lève de mon tabouret avec la lenteur que m'imposent mes vieux os. Je range mes outils à leur place. Je tourne la clé dans la serrure de la boutique pour la dernière fois aujourd'hui. Le fer de la clé est froid, mais mon cœur est chaud. J'ai accompli ma journée. J'ai gardé ma semelle propre. Écoute-moi bien. Protège ton espérance. Protège-la comme si c'était la dernière goutte d'eau dans le désert. Parce que dans ce monde, fils, tu en trouveras beaucoup qui préfèrent te voir mourir de soif avant de reconnaître qu'eux-mêmes ont arrêté de chercher la source. Reste près de ceux qui rient vraiment, de ceux qui assument leurs erreurs et de ceux qui donnent sans noter le prix dans un carnet. Demain, si Dieu le veut, je rouvrirai. Mais pour aujourd'hui, le vieux Jean-Pierre se retire pour se reposer, avec la paix de celui qui sait que, même si le chemin est dur, on peut toujours marcher avec dignité si l'on sait choisir qui nous accompagne dans le voyage. Bonne nuit, Paris. Et à toi qui m'écoutes, que tes pas ne te mènent jamais là où ton âme ne veut pas être. Si cela vous a aidé, aimez et partagez. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Protégez votre paix.